Bienvenue à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui entre commerçants pour cet atelier sur le sujet du storytelling et du product telling. Pendant qu'on attend, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Luc Colonna. Je suis expert en retail. J'ai eu le plaisir de travailler sur différents concepts de design à Paris. Merci, Boulevard Beaumarchais, un magasin que vous connaissez peut-être. J'ai récemment travaillé sur un projet très exaltant, un concept store alimentaire au Japon, Evershai, qui a ouvert cette année, rue du Louvre. Je vous montrerai un exemple. Et un autre est un concept très intelligent dans un musée, le musée Serge Gainsbourg, un chanteur. On a créé un musée ainsi que des magasins de musées qui ont été conçus. Et moi, j'adore faire du design, de concevoir des expériences retail qui parlent au public français et international. Je suis acheteur, ça fait plus de 30 ans que je viens à ce salon Maison et Objets avec mon petit carnet pour trouver les bons produits. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que lorsqu'on trouve le bon produit et qu'on a le bon magasin, il faut en parler, il faut parler du produit. J'ai la chance depuis 30 ans de suivre les allées So it's not about finding the right product, because I've been going to this trade show for 30 years. It's also about finding the right words to make people want to not only like the product, but also want to buy the product. Le sujet qui a été... On est dans un atelier sur le retail, donc je ne vais pas parler de technologie, c'est le cas de le dire. Je ne vais pas parler d'intelligence artificielle, je ne vais pas parler de métaverse. Je vais parler de la réalité d'un magasin, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, et de la relation entre le vendeur, le merchandiser et le client. Depuis des années, on parle de storytelling, de créer un contexte, de créer une histoire, mais les gens n'achètent pas des histoires, ils achètent des produits. Comme vous savez, le commerce en détail est plus compliqué qu'il ne l'a été. On est concurrencé par plein de sujets, le online, le marketplace, plein de choses. Et ça n'est pas tout de créer un contexte, il faut transformer. C'est-à-dire qu'il faut passer de l'intérêt pour un produit à l'achat pour le produit. Et c'est donc ce sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, du storytelling. Le storytelling, pour moi, il a pour fonction de rendre du désir pour votre magasin, pour votre marque, pour donner envie de venir voir ce que vous avez choisi. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. C'est nécessaire parce que s'ils ne viennent pas, vous ne pouvez pas transformer. Mais ça n'est pas suffisant parce que s'ils viennent pour user votre parquet, pour parler avec vous, mais sans acheter, pour aller acheter ailleurs, vous n'avez pas fait votre rôle de commerçant. Et donc, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est les mots qui font vendre. Vous avez fait le storytelling, le positionnement de votre magasin, la légende de votre magasin, que ce soit sur Instagram ou par tout autre moyen. Mais une fois que le client s'est donné la peine de venir chez vous, le travail commence. Et pour moi, le travail commence beaucoup par les mots. Beaucoup de choses ont changé dans les magasins. Vous savez comme moi qu'il y a une baisse de trafic dans les magasins. Donc on a une obligation économique d'augmenter le taux de transformation. On a moins de gens qui viennent chez nous. Et quand ils sont chez nous, pour faire le même chiffre d'affaires, il faut que le taux de transformation progresse. Et pour moi, ça passe par les mots, parce que le client n'a jamais été aussi informé qu'aujourd'hui sur les produits. Donc, il faut être à la hauteur de leur nouveau niveau d'information. Comme vous savez, le commerce en ligne n'a pas de limite physique pour la quantité d'informations qu'il peut donner, alors que vous, dans un magasin, vous avez une limite physique sur le ton et le temps que vous pouvez donner à vos clients. On a aussi moins de personnel dans les magasins, moins de temps qualitatif avec le client, donc ce sont des contraintes. Et on a un espace limité dans les magasins, parce que même quand j'ai eu la chance d'avoir des grands magasins à gérer, c'est toujours trop petit, il n'y a jamais la place pour un cartel ou pour une information. Et enfin, on a tous des métiers de plus en plus compliqués et moins de temps opérationnel pour le marketing de terrain. Et donc, le thème de ce talk, c'est « ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant ». Un produit, il a des qualités, mais si vous ne le dites pas au client,
il n'y a aucune chance qu'ils connaissent les qualités qui sont à l'intérieur du produit ou qui sont plus discrètes dans le produit. Et donc, le sujet du poids des mots, j'ai repris un slogan pour les plus anciens des années 70 de Paris Match qui s'appelait « Le poids des mots, le choc des photos ». Eh bien, un produit, il a un design, il a une image, c'est le choc des photos. Mais pour vendre, il faut le poids des mots. Il faut aller jusqu'à convaincre la personne de vous donner 19 € et que vous lui donniez un produit en échange. Et donc, le sujet que j'ai choisi, je vais l'illustrer à travers 3 success stories d'entreprises qui, pour moi, sont exemplaires dans la façon dont ils ont utilisé les mots, au-delà de la qualité du design du produit, pour transformer mieux que leurs voisins et que les commerçants qui référencent ces produits ont plus de chances de transformer. La première, je ne suis pas allé très loin, je suis allé de l'autre côté de l'allée. Vous le connaissez tous, qui est Cookette, qui est une marque de cookware, qui a fait un travail formidable. Un travail formidable qui paraît très simple, qui est de répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?» Beaucoup de produits sont intrigants aujourd'hui. Ils ont plusieurs fonctions, ils ont plusieurs qualités. Et on sort des fêtes de Noël. Très souvent, vous êtes autour en famille au pied de l'arbre de Noël. On vous donne quelque chose. Et la première question, c'est quoi ça ? Parce que ça n'est pas évident au premier abord. Quelle est la qualité intrinsèque du produit ? Et moi, j'estime que comme commerçant, la moindre des politesses, c'est de répondre à cette question. Qu'est-ce que le produit que vous vous êtes donné la peine de mettre sur une étagère ? Alors, Cookette, vous savez, c'est notamment l'auteur de cette cocotte qui a plein de fonctions. Vous l'avez vu en grand sur le stand. Et bien sûr que c'est une cocotte, mais il y a plein de cocottes sur le marché aux États-Unis, en France, en Allemagne. Le marché n'a pas inventé la cocotte. Mais eux, ils ont plein de choses à dire. Elle est 100% métal recyclé, elle est légère, elle est anti-adhérente, elle est saine et écologique, elle utilise de l'aluminium. Elle cuit parfaitement, le jus passe par-dessus, par-dessous. On peut utiliser 8 modes de cuisson. Et donc, il y a une quantité d'informations dans le produit. Et très souvent, les clients disent « j'ai fait mon travail, j'ai été au salon, j'ai choisi ce produit, le travail est fait ». Or, pour moi, le travail commence, c'est que toutes ces qualités qui sont des arguments de vente passent les derniers centimètres, les dernières secondes, jusqu'aux oreilles et aux yeux du client. Donc, à chaque fois, il y a des arguments, 4 fois plus légères qu'une cocotte traditionnelle. Les gens aiment bien les cocottes allemandes, mais elles pèsent très lourd. Celle-là, elle est plus légère. Anti-adhérente, sans matière grasse, pour les gens qui sont healthy, il n'y a pas besoin de mettre de beurre. Plein de sujets. Elle marche sur tous les feux. La première question, j'ai vendu beaucoup de cookware dans ma vie, la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que ça marche sur induction ? Donc, tant que vous n'avez pas répondu à cette question, personne ne vous écoute. Ça marche sur quel feu? Et donc, pour moi, un vendeur, il a l'obligation, la politesse, de répondre aux questions par des mots et pas simplement par un concept en disant « nous sommes pour le développement durable et c'est bien de cuisiner en famille », des mots qui sont très sympathiques, mais qui ne font pas passer à la transformation. Donc, je donne cet exemple parce qu'eux ont réussi à résoudre l'équation de beaucoup d'informations, beaucoup de produits, et dans un magasin, rester lisible. Et ils ont fait un coup de génie qui est de s'occuper de ce que j'appelle la stratégie du dernier centimètre, c'est-à-dire sur le produit, pas à côté du produit, notamment dans le packaging, l'information est là. Et donc, les mots, c'est choisir le bon endroit pour dire les mots, le bon moment pour dire les mots, ni trop tôt, ni trop tard. Et l'exemple, c'est la cocotte. Le packaging dit ce que c'est. L'incroyable cocotte, écrit en gros, et avec les propriétés. Donc le merchandising, le display est le produit. Or, comme vous savez, vous êtes comme moi peut-être, vous n'aimez pas beaucoup rajouter des cartels à côté des produits parce que votre directeur du merchandising dit « c'est pas joli d'avoir des informations ». Eh bien, Cookette, il a réussi l'intelligence que le produit soit le message par les mots. Quelques exemples. Miam, de savoureuses crêpes à la main en moins de 2 minutes. En 10 cm², il a donné les mots. Ce qui fait que si moi, je suis vendeur, je prends le produit, je n'ai pas besoin de répéter, puisque c'est déjà marqué, et je peux passer à l'action et transformer la vente. Et donc, les mots au bon endroit, ça peut être sur le packaging, ça peut être sur un cartel, mais ce n'est pas 4 mètres avant, ce n'est pas 4 mètres après, c'est au moment où ça se passe, pour notamment servir d'appui, un peu comme le saut en hauteur, on prend un appui, pour que le vendeur ait déjà un socle de connaissances produits pour pouvoir aller au-dessus. Donc, il y a des exemples savoureux chez Cookette, de délicieuses crêpes véganes sans gluten. Si vous êtes un magasin branché sans gluten, vegan, bio, le fait que le produit
par les mots vous positionne, vous permet tout de suite de rentrer sur la propriété réelle du produit. Autre exemple, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Ben, si vous êtes le meilleur verre à Morito du monde, dites-le. Et donc là, le packaging, c'est le meilleur verre à Morito du monde, et avec des arguments qui permettent à la personne qui va l'offrir, beaucoup de gens ont offert à Noël ce verre à Morito, etc., eh bien, il y a des arguments, la forme, le glaçon, etc., ce qui fait que quand vous l'offrez, d'abord, il s'appelle le meilleur verre de Morito du monde. Ça veut dire que vous n'êtes pas foutu de la gueule de la personne à qui vous l'offrez, puisque vous avez offert le meilleur. Mais lui-même, après, avec ses potes, il va pouvoir dire « Tiens, à Noël, j'ai reçu le meilleur verre à Morito du monde parce qu'il a une forme comme ci, parce que les glaçons font comme ça. » Et donc, je trouve que la force des mots renforce le plaisir de l'achat, à la fois au moment de la transformation et au moment du plaisir de la personne qui reçoit quand c'est un cadeau. Un exemple, vous avez tous, comme moi, des contraintes d'espace dans vos magasins. Chaque centimètre carré compte. Et bien là, vous voyez que le facing donne le message par des mots lisibles de loin et permet, comme ça, d'aller droit au but. Oui. Autre avantage des produits qui sont clairs dans leurs mots, c'est que c'est la meilleure des formations possibles. Vous savez qu'en magasin, on n'a jamais le temps de former les équipes autant qu'on voudrait. Alors on fait des formations théoriques 3 mois avant l'arrivée du produit, et puis quand le produit arrive, évidemment, le vendeur a oublié la formation qu'on lui a fait. Et donc, pour moi, c'est bon ? Quand les produits sont clairs dans les mots, très compacts, très simples, ça permet, quand le vendeur découvre un produit sur les rayons, qu'il se mette les mots en bouche, qu'il soit à l'aise avec les mots et pour pouvoir aller très rapidement. Vous savez que les clients sont de plus en plus impatients. On ne peut pas leur dire, comme on peut le faire sur un site internet avec 4 pages d'explication du produit, on n'a pas le temps de le faire. Et donc je trouve que les produits qui sont auto-expliquants, c'est bon, permettent ce sujet-là. Et donc, cet exemple-là, alors évidemment, là, j'ai pris un exemple qui a poussé à l'extrême, et le succès de Cookut a montré que ça marche, parce que, bien sûr, que leur cocotte est meilleure que les autres, mais surtout, elle est meilleure en perception que les autres. Parce que les mots, le fait de leur appeler la cocotte, et pas une cocotte, ça précise le fait que c'est eux la référence, alors qu'ils allaient sur un terrain très chargé, avec le Creuset, Staub, avec des gens qui sont installés depuis des siècles. Et ils ont réussi à acheter leur légitimité par les mots, en plus du design et de la qualité intrinsèque des produits. Donc c'est vraiment pour moi un exemple de performance d'une entreprise qui a réussi à faire cet exercice. Alors, ça peut se prêter à plein de sujets. Dans le meuble, par exemple, c'est frappant de voir que quand vous investissez dans un meuble, c'est de l'argent, vous allez vivre avec dans votre salon pendant des mois et des années. Très souvent, les cartels font 20 cm, vous parlent de choses techniques, mais ne donnent aucun mot qui permettent au vendeur de faire autre chose que de répéter que la table fait 1,40 m sur 70. Ça, la personne l'a lu, c'est ce que j'appelle du pléonasme. Les mots de la vente, ça n'est pas répéter une fiche technique. C'est trouver un sujet. Si par exemple, votre table, elle a comme qualité de faire gagner de l'espace parce qu'elle est pliante, qu'elle peut se transformer en console, ça permet tout de suite de dire, au lieu de l'appeler table, table console pliante. Et donc la personne qui est à la recherche d'un gain de place, tout de suite, il se dit, tiens, cette table, bien sûr, j'ai vu qu'elle faisait 1,40 m, mais le vendeur, il me soulève le fait que par ailleurs, elle est pliable et que je peux la mettre le long de la table et gagner de l'espace dans mon salon. Et donc je crois que très souvent, on considère que la fiche technique, c'est les mots du magasin. En la réalité, la fiche technique, c'est le socle, mais ça n'est pas les mots. Et malheureusement, et ça m'est arrivé dans des entreprises que j'ai dirigées, à la fin, avant l'ouverture, ah zut, il faut s'occuper des cartels produits. Alors on demande à un stagiaire qui est arrivé ou à un neveu qui n'a pas de travail ce jour-là, tiens, tu peux m'écrire les cartels de produits. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans le meilleur des cas, ou qu'est-ce qu'elle fait? Il recopie la fiche technique et il se dit, débrouille-toi Coco, ça va faire l'affaire puisque c'est vrai, le fournisseur l'a mis dans sa fiche technique. Et donc les mots, c'est des actes de vente. Et donc chacun dans votre métier, à la fois en formation des vendeurs, si vous avez des vendeurs en deuxième rang, ou vous-même quand vous êtes à la vente, c'est de trouver les mots qui sont pertinents par rapport à votre cible.
Et suivant que vous ayez un magasin spécialisé dans la cuisine végane ou un magasin traditionnel, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots. Et donc je crois que le grand sujet, c'est de placer le curseur des mots au bon niveau pour que ça parle à la personne. Et évidemment, en bon commerçant que vous êtes et que nous sommes, reprendre les mots du client pour rebondir. Si le client vous parle d'une préoccupation que lui, il aime faire la cuisine sans graisse, sans beurre, eh bien de reprendre l'argument que cette cocotte, elle fonctionne sans matière grasse. Si, en revanche, la personne vous dit, qu'elle est une personne un peu plus âgée, « Ah, les cocottes, c'est très lourd à transporter », l'argument, c'est qu'elle est en aluminium et qu'elle est plus légère. Et donc, il y a en fait un catalogue de mots dans la tête du vendeur ou dans le cartel produit, et c'est ça qui fait la différence, pour moi, dans le taux de transformation. Or, vous savez que si vous avez 100 clients qui viennent dans la journée, si vous passez votre taux de transformation de 25 à 35%, eh bien, le modèle économique a totalement changé, puisque le profit, c'est ces 10% de taux de transformation en plus. Et donc, je crois qu'il faut faire très attention, et ça m'est arrivé évidemment de faire cette erreur, de se dire, oui, mais ça, c'est pas grave, il peut aller sur Internet trouver l'information. Ça veut dire, la vente, c'est pas moi qui vais la faire, c'est quelqu'un d'autre qui va la faire. Ou au contraire, ah ben ça, il a dû le voir sur Instagram. La probabilité qu'il ait vu sur Instagram l'information dont vous parlez est proche de 0%, et la probabilité qu'il l'ait retenue est proche de moins que 0%. Et très souvent aujourd'hui, parce que la technologie a accumulé de l'information, on considère que le boulot a été fait. Et moi, je suis persuadé, je ne suis pas du tout contre la technologie, j'adore ça, et merci a réussi grâce à Instagram. Mais en revanche, une fois que les gens se sont donné la peine de venir chez nous, le travail, c'est de leur mettre les produits entre les mains, entre les oreilles, entre les mots. Et c'est ça, je trouve, qu'une entreprise comme Cookut, qui est ici, a très bien intégré dans sa démarche, parce qu'elle connaît les contraintes des commerçants, elle est très proche de ses commerçants, elle sait que les commerçants ont des problèmes avec les vendeurs, le nombre de vendeurs, la surface de vente, et que c'est une très bonne solution. Deuxième cas que je voulais vous présenter, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. Je vous ai parlé de ce nouveau concept qui s'appelle Hirashai, qui est un magasin sur la cuisine japonaise, ingrédients et restaurants, un peu selon le modèle de Italie, pour certains d'entre vous qui le connaissent, qui a ouvert dans un très joli lieu, on va vous montrer les images dans une seconde, qui est 40 rue du Louvre, en face de la Fondation Pinault, qui est un lieu pour les gens qui aiment la cuisine japonaise, mais qui trouvent que c'est compliqué. Parce qu'évidemment, ce n'est pas notre culture quotidienne. Et donc, on a fait une épicerie, un restaurant, un salon de thé, un saké-bar, des ateliers de cuisine. Mais dans l'épicerie, donc on source nos produits directement au Japon, donc avec 800 petits fournisseurs qui, par définition, sont japonais, écrivent en japonais, et donc sont absolument incompréhensibles. Vous trouvez ça très joli d'un point de vue design. C'est joli, c'est pâte, mais je ne sais pas ce que je fais avec. Et donc, on a fait avec Xavier, le fondateur d'Hirashai que j'ai conseillé, un travail de bénédictin qui est, pour chaque produit, une étiquette très pédagogique. Qu'est-ce que l'on fait avec ces soba? Combien de temps on les cuit? Un QR code qui renvoie au site propriétaire, qui donne la recette. Et donc, le vendeur peut se consacrer au contact direct avec le client parce que l'information est dans le produit. Et quand le client revient chez lui dans sa cuisine, il n'est pas perdu devant des soba où il ne sait pas s'il faut les cuire 3 minutes ou 9 minutes. Et il est envoyé vers une information plus complète. Et donc, tout le merchandising repose sur le fait que quand vous voyez le produit, l'essentiel de l'information, avec des mots très clairs, pas une académie de cuisine, parce que dans un magasin, on ne peut pas aller jusque-là. Par exemple, les sakés, il y a autant de sakés que de vin, il y a autant de difficultés que pour le vin. On a réduit les mots à des mots très compréhensibles pour le grand public, parce que très souvent, c'est ce qu'on appelle le découragement de la vente. Vous êtes face à un hyper-choix. Ah, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Ben, finalement, je vais prendre rien de tout ça. Donc, les mots, ça sert à orienter la vente en disant, oui, vous pouvez décider. Je vous donne les moyens de décider ce qui est bon pour vous, etc. Et donc, dans cet exercice, on a fait un travail très, très approfondi sur comment choisir un produit. Par exemple, le miso, qui est une pâte pour le Japon, eh bien, il y a 14 formes de miso au Japon. On a pris les 3 principaux. On a fait une petite notice en disant, voilà les 3 grandes familles, pour déjà faire comme une gare de triage, pour simplifier. Et donc, pour moi, les mots
c'est vraiment l'art de rendre clair quelque chose qui est très complexe en amont, qui est une démarche d'un fournisseur, qui a un travail très particulier, qui vient d'une région très particulière. Eh bien, dans le retail physique, il faut choisir des mots qui soient compréhensibles par l'audience. Or, on a tous des audiences qui sont très variées, qui sont très larges, et on ne peut pas savoir à l'avance si la personne est un expert ou pas un expert. Et donc, je crois que toutes les entreprises qui ont fait ce travail de dénomination de mots qui sont valorisants et pédagogiques prennent une longueur d'avance dans ce domaine. Alors, il y a des exceptions, c'est les domaines où la publicité joue un rôle important. Par exemple, dans les cosmétiques, les marques de cosmétiques investissent des centaines de millions de dollars pour faire la démonstration de leur imaginaire, de leur propriété. Et donc, une fois arrivé dans le magasin, le travail a été fait en amont. Donc, les mots ont déjà été dits. Si c'est Dior, si c'est etc. Donc, les imaginaires sont déjà forgés. Or, dans les produits que vous vendez, si vous venez à Maison et Objets, la plupart des marques qui sont ici n'ont pas de moyens publicitaires en amont. Donc, les gens sont vierges de mots face à un produit. Ils voient un produit pour la première fois, une bougie, un cadre, un plateau, et contrairement aux grandes marques mondiales, ils sont secs sur le produit. Et les mots, ça sert en très peu de secondes à donner la substance de l'offre. Et ça, je trouve que c'est un exercice que beaucoup de retailers aujourd'hui ont parfois laissé tomber en disant « mais de toute façon, je ne peux pas lutter contre Instagram, contre machin ». Si, parce que la personne qui s'est donné la peine de venir jusqu'à votre magasin, ça veut dire qu'elle, elle est en attente d'autre chose que des produits sur des étagères. Parce que distribuer des produits, transférer des produits d'un point A à un point B, livrer, Internet le fait très bien. En revanche, parler aux clients, ça, pour le coup, de façon différenciée, Internet ne sait pas le faire. Malgré tous les algorithmes du monde, Internet ne peut pas savoir à l'avance que vous aimez cuisiner sans graisse et que donc je vais vous parler que cette cocotte, elle peut fonctionner sans avoir besoin de mettre de matière grasse. Et donc je crois que c'est ça pour moi l'effet magique du poids des mots. Alors ça repose sur les hommes et sur les femmes, ça repose sur les vendeurs, mais aussi sur la signalétique. Et je pense, et j'en ai fait partie, qu'on a été trop loin dans la création d'imaginaire. Vous avez des marques qui vous font des mood boards alors qu'ils vendent des biberons sur l'Afrique du Sud et les plages et la nature, et que c'est très important pour l'équilibre du bien-être, sauf que vous vendez des biberons. Et donc, ce biberon, il a une propriété à 2 vitesses, en telle matière, etc. Il faut quand même parler à un moment ou à un autre de ce que vous avez à vendre. Et que je pense que le mood board, le storytelling, c'est très bien pour installer dans quel paysage vous décidez de jouer, mais à la fin, il faut quand même arriver au produit. Donc je pense qu'on est arrivé, après peut-être 20 ans de surenchère sur le storytelling, à un point où les clients sont perdus. D'abord parce que tous les moodboards se ressemblent, l'équilibre, la planète, le storytelling. Il y a maintenant un brouillard qui fait que c'est très difficile de se différencier. Tout le monde parle grosso modo des mêmes sujets. Mais quand vous avez la chance d'avoir des produits qui sont spécifiques, qui sont forts, eh bien là, vous avez des mots qui permettent la transformation. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, j'espère qu'on va pouvoir vous projeter rapidement des images en conclusion, c'est une marque qui n'est pas présente cette année, mais qui était présente à la dernière section, qui est d'un Français et d'un Japonais, qui s'appelle Topology, que vous avez peut-être remarqué. Ils viennent d'ouvrir leur magasin à Paris, dans le Marais, qui sont grosso modo des coques de iPhone et des lanières pour porter son iPhone. Dans un marché où il y a à peu près 12 000 concurrents, sur Amazon, ça va de 20 centimes, etc. Eux ont par les mots et par les visuels positionné leur marque. C'est des gens qui sont passionnés d'alpinisme. Et donc, ils sont partis du matériel d'alpinisme, les cordes, les filins, les mousquetons, etc. Et tout l'imaginaire des mots vient de leur passion, qui est l'alpinisme et qui est la varap. Et donc, ils ont réussi à débanaliser le mot.
c'est le signifiant, c'est ce qui donne du sens à un produit. Et au lieu de dire « Tiens, j'ai acheté une lanière pour mon iPhone », vous avez acheté un cordon d'alpinisme qui tient votre iPhone, qui est résistant, qui est sexy parce qu'il a des couleurs sportives, qui permet d'aller dans la ville comme une espèce d'aventure urbaine. Et donc, c'est un exemple pour moi remarquable. Si vous faites votre tour de retail dans le Marais après le salon, ils sont rue du Temple et ils ont fait un très beau travail. Et vous allez voir les mots. Et là aussi, comme Cocotte, sur le packaging, il y a marqué, en gros, de quoi on parle. The rope, the stack, etc. Et donc, je trouve que c'est des exemples très concrets de gens qui ont fait des succès incroyables avec des idées simples de style, mais surtout en mettant les mots sur ce qu'ils voulaient faire et pas simplement des très belles photos de montagne. Ils se sont rapprochés du produit pour rassurer. Quand vous dépendez d'un cordon qui vous tient à 50 mètres au-dessus du vide, il a intérêt à être solide. Donc, c'est une évidence que les mots de la performance sportive de la montagne, ça donne une garantie de qualité. Et donc, c'est un exercice visuel et des mots que les visuels, ça n'aurait pas suffi. Et l'association des deux, ça a permis de faire cet exercice de succès de marque. Ils ont maintenant 50 boutiques en Asie. Ils arrivent en Europe de façon forte. Et c'est pour moi un exemple un peu comme Cocotte, dans un monde différent, de gens qui ont misé à la fois le poids des mots, le choc des photos, des visuels très mode, très sexy, et des mots de réassurance, de transformation. Donc, en conclusion de ce petit voyage dans les mots, il n'y a pas besoin d'un copywriter très doué, il n'y a pas besoin d'un rédacteur très sophistiqué. Il y a juste ce que j'appelle faire une extraction des mots importants pour le produit. Parfois, ce sont les mots du fournisseur, parce qu'il a bien fait le travail. Donc, réappropriez-vous les mots du fournisseur quand ils sont bons. Parfois, le fournisseur est un peu trop littéraire dans ses mots. Traduisez-les par rapport à votre magasin en mots qui parlent à votre audience. Et je crois que si vous passez de X% à Y% de transformation grâce aux mots, c'est évidemment pour le compte de résultats une très bonne nouvelle. Et l'autre très bonne nouvelle, c'est que les mots ne coûtent rien. Contrairement à des investissements de Google, etc. Une fois que le client s'est donné la peine d'être là, ça ne coûte pas plus cher de donner le bon mot que de donner un mot qui est trop vague ou un mot qui est trop fumeux. Et donc, le meilleur retour sur investissement qu'on peut faire dans un magasin, c'est de choisir les bons mots parce qu'on a très peu de temps pour convaincre le client. Et les clients, souvent, vous disent « j'ai pas le temps ». Puis vous vous rendez compte que comme vous commencez à parler de Cocotte, ils vont vous raconter leur recette. Et quand ils ont commencé à vous raconter leur recette, la vente est faite. Parce que ça y est, ils sont partis en train de se visionner comment je vais faire mon coq au vin le dimanche prochain avec cette cocotte. Et donc, si vous avez les bons mots, vous ouvrez la porte à la discussion. Et on sait que quand on commence à parler vraiment avec un client, l'essentiel du travail est fait. Si vous avez commencé à mettre autour du cou du client la corde du iPhone, la vente, elle est quasiment faite parce qu'on commence à se projeter dans la suite. Donc, ce petit talk sur les mots, c'est venu de cette observation que j'ai et de cette expérience que j'ai depuis longtemps que on croit que le travail est fait. Et pour conclure, ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant. Il faut prendre la parole soi-même et pas se dire « t'inquiète pas, c'est marqué sur la notice ». C'est pas vrai. Pour prendre un autre exemple, les médicaments. Dans les boîtes de médicaments, il y a toutes les informations. Mais quand vous allez voir votre pharmacienne, elle vous dit en 10 secondes, par des mots, parce qu'elle connaît votre situation, pertinent, pourquoi c'est bon pour vous et comment ça va se passer. Et bien, c'est le même exercice pour le design. Toutes les indications, elles sont sur les sites Internet, les fiches techniques, etc. Mais le commerçant, il est comme le pharmacien, il choisit les mots qui vont faire basculer. Alors, la pharmacie, c'est différent. On l'a déjà acheté quand le pharmacien vous parle. Dans le retail, on transforme la vente par la conviction, mais je ne parle pas de promotion, moins 10%, ça, c'est le mot du pauvre. C'est-à-dire, quand on parle de prix, c'est qu'on n'a plus de mots.
Mais moi, je parle hors promotion, parce qu'évidemment, les soldes existent et tout le reste existe. Mais le mot, c'est un levier de transformation. Et il a un grand avantage, c'est qu'il ne coûte rien. Donc je pense que vos responsables financiers vont être contents de cette nouvelle. Voilà enfin un levier qui ne coûte rien, parce qu'on passe son temps à rajouter des coûts dans les magasins. Et ça passe par la formation. Et moi, je suis un passionné de formation des équipes, j'adore faire ça. J'ai toujours fait des formations en amont de la saison. Tiens, je viens de référencer un produit qui est super sympa, c'est une corde qui vient de l'alpinisme, blabla. Mais le plus important, c'est quand vous le mettez en rayon, physiquement. Tiens, le mot-clé de ça, c'est créé par des passionnés d'alpinisme pour des produits bien dessinés, résistants. C'est bon. Ce n'est pas une coque d'iPhone. Il y en a 15 de coques d'iPhone sur le marché. C'est la coque d'iPhone qui est résistante, qui est urbaine, qui est sexy, qui est sportive. Et donc, si vous faites cet exercice en revenant dans vos magasins en disant « Tiens, pour tel produit, c'est quoi le mot magique ?» Vous allez entraîner vos vendeurs dans des taux de transformation qui n'ont rien à voir avec les mots que j'appelle gris, c'est-à-dire des mots tarte à la crème. Alors aujourd'hui, ils sont bienveillants, ils sont collectifs, ils sont participatifs, ils sont... Non, ils répondent à une fonction. Une cocotte, ça sert à cuire, une coque d'iPhone, ça sert à suspendre son iPhone. Et donc je crois qu'il faut aujourd'hui faire ce travail de sémantique. Alors, beaucoup de commerçants sont des littéraires à l'origine. Eh ben, profitons-en pour redonner du pouvoir aux mots. Et c'est ça que moi, je trouve le plus significatif dans l'évolution du commerce. On va avoir des clientèles différentes en magasin qu'avant. Le shopping n'est plus une activité majeure. C'est une activité accessoire pour beaucoup de gens. Mais ceux qui se donnent la peine de venir, c'est qu'ils sont en attente de mots. Les images, ils les ont déjà eues avant. Et il n'y a que vous qui pouvez donner les bons mots. Donc voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je m'excuse pour les questions de technique, mais on va trouver une solution pour que ces images puissent être disponibles à un moment ou à un autre. Et puis j'ai quelques minutes pour répondre à des questions si quelqu'un veut renvoyer des mots et pour que je puisse les partager avec vous. Si vous avez des questions, vous levez la main en anglais ou en français, on traduira. Pas de mots? Yes. Bonjour. Oui. Vous entendez bien? Non. Comme ça? Oui. Bonjour, merci pour vos mots. Vous l'avez dit un petit peu sur votre ouverture, que tout ça était finalement assez lié aussi à la formation des équipes. C'est quelque chose que maîtrisent très bien les grandes marques, certaines maisons qui ont des discours, des cérémonies de vente assez scénarisées, parfois trop. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des structures plus petites, des petites boutiques, des petits réseaux qui n'ont pas forcément de personnes dédiées, qui se retrouvent parfois avec des vendeurs qui ne sont pas forcément là par conviction intime et passion pour le produit? Comment insuffler un peu de tout ça sans équipe formation peut-être? Alors, bien sûr que suivant les structures, on a le temps ou pas de faire la formation de façon structurée. Moi, je suis un obsédé de la formation sur le terrain face aux produits. Surtout pas sur PowerPoint, ça évite en plus les problèmes de présentation. Je prends le produit et je lui dis, voilà, tiens, je viens de référencer ce truc-là, 2 mots-clés. Plus léger, recyclable. Ou, je sais pas quoi, facilement rangeable. Et donc, mais vraiment, je limite à 2 mots par produit, moins de 2 minutes, mais sur le point de vente. Le matin, à l'ouverture, ou quand c'est la période calme. Tiens, aujourd'hui, on fait 10 produits, 2 mots-clés. Parce que les formations, vous lirez le document, ça fait longtemps que j'ai perdu cette illusion qu'un vendeur va lire les documents en rentrant dans le métro. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est prendre les produits un par un, les nouveaux produits. Tiens, ce produit vient d'arriver, voilà le mot-clé. Et du coup, le vendeur se sent confiant, il lance le mot, il voit que ça réagit. Donc, ce n'est pas de séance de formation assis sur des bancs en défilant des PowerPoint, c'est je fais le tour du magasin, je prends un produit, je donne les 2 mots-clés. C'est ça que moi j'ai expérimenté et qui est le plus efficace. On va peut-être reprendre encore 1 ou 2 questions s'il y a des points que vous voulez échanger. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vous prie de nous excuser pour le petit accident technique. Vous inquiétez pas, on va remettre les images sur le son et ce sera sur les
les ressources vidéo du salon. Merci beaucoup pour votre attention de bon matin. Allez chercher des beaux produits et des beaux mots à mettre dessus. Merci pour tout.